Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 24 de Pet Thunder, le seul podcast français sur la franchise d'OKC. C'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode après un live la semaine dernière. Je suis comme d'habitude avec Constant, vous êtes habitués, comment ça va Constant ? Ça va très bien, très content d'être là pour ce nouveau podcast où on va se projeter un petit peu sur cette fin de saison. Se projeter à court terme. Et avec nous cette semaine Constant, un autre membre de la team We Are Thunder que vous avez déjà entendu, c'est Sanson. Comment ça va Sanson ? Moi, ça va très bien. Merci pour ce nouvel accueil. C'est la deuxième fois pour moi et c'est un grand plaisir. Tu n'es plus un rookie, tu es un sophomore maintenant. C'est ça. Et ben aujourd'hui, comme on l'a un petit peu dit, alors qu'on amorce la dernière partie de saison, il reste une petite vingtaine de matchs en gros globalement, nous allons parler justement de ce que l'on attend, de ce que l'on veut voir, de ce que l'on espère peut-être même sur ces dernières semaines de compétition. Parce qu'en effet, le Thunder perd, le Thunder tank, mais on a toujours des choses à dire, on a toujours des sujets à aborder, et de nombreuses choses à regarder et analyser, notamment des nouveaux joueurs par exemple. Donc on est venu chacun avec plusieurs éléments que nous allions particulièrement observer sur le reste de la saison. Samson, c'est à toi l'honneur de commencer. Quel est le premier point sur lequel tu vas te focaliser ? Du coup, depuis le début de saison et surtout depuis l'absence de Shea, on voit que dans l'équipe, et on le dit souvent dans les articles, il y a un très bon mouvement de balle, un très bon partage du ballon, tout le monde participe, tout le monde est capable de scorer, mais jamais personne, ou très rarement en tout cas, jamais personne n'est capable de faire de grosses statistiques et de prendre les choses en main au sein de l'équipe. Et du coup, j'ose espérer qu'il y aura plus qu'un bon mouvement de balle et une équipe homogène. Et j'espère qu'il y aura un joueur qui va prendre les choses en main pour porter l'équipe offensivement et que ce soit régulier plutôt qu'une perf à plus de 30 points de Malédon ou des matchs à plus de 20 points de Poku. J'espère qu'il y a un joueur qui va se démarquer et qui va pouvoir faire plus que ça et prendre les choses en main par lui-même. Tu as besoin d'un Perry Jones, pour ceux qui suivent le Thunder depuis longtemps. Oh, les vieilles rêves. Tu as besoin d'un joueur qui soit régulier dans le scoring et qui s'affirme comme le nouveau leader offensif en l'absence de tous les autres. C'est ça. Comme Shea n'est pas là, comme je l'ai dit, on a une équipe homogène et c'est plutôt bien, mais ça nous porte préjudice. Ça fait beaucoup de défaites parce qu'on n'arrive pas à avoir un joueur qui sort du lot, tout simplement. Donc j'espère en avoir un. Donc je ne demande pas 30 points par match à chaque fois, hein. De toute façon, c'est pas possible. Mais un joueur constant capable de mettre sa quinzaine de points à tous les matchs et de passer les 20-25 régulièrement. T'avais déjà ça un petit peu avec beaucoup sur le dernier match. Hein. Oui, mais beaucoup c'est très récent et ça reste à confirmer, justement. Pourquoi pas avec beaucoup? Après, est-ce qu'on a vraiment ce genre de joueur capable de mettre régulièrement sa petite quinzaine de points je sais pas, en fait, je me pose la question. Tes leaders c'était Théo et Poku en gros, hein. Depuis un petit Ouais, moment au scoring, où c'est les ça. deux c'était en fait ça mettait 20 et après 6, mais globalement on s'approchait un peu de 15 on va dire, mais ouais je vois. Ouais, beaucoup, ouais, était à... Je crois qu'il y a eu 8 des 10 derniers matchs, il était à plus de 15 points, si je dis pas de bêtises, donc... Ou à plus de 10 points, donc il était... le pauvre, il s'est blessé hier, mais c'était peut-être lui qui commençait un petit peu à prendre les rênes du scoring, mais il y avait toujours ce pourcentage de réussite qui était plutôt douteux. Moi je pense que globalement, au-delà de... Pour amplifier un peu ce que tu dis Samson, c'est une hiérarchisation qu'on a besoin, je vais le réussir à dire ce mot. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, au mieux que ça soit tout homogène, que tout le monde puisse avoir presque 20 minutes par match, que ça change d'un match à l'autre, etc. Ça pourrait être intéressant de réavoir des joueurs qui jouent 35 minutes, réavoir un peu une rotation structurée. Ça, je sais que Constant en parlera un petit peu aussi. J'espère moi de mon côté que le retour de Dort et de Beasley déjà fixe certains problèmes, que tu sois un peu plus talentueux dans tes meilleurs joueurs plutôt que très nivelé vers le bas, j'ai envie de dire. Tu vois là tu peux avoir un bon quatuor qui est un peu plus NBA ready, parce que tu l'as dit, il y a beaucoup de défaites. Mais c'est parce que dans l'effectif, t'as combien de joueurs qui sont réellement des vrais joueurs NBA. Des gros joueurs, je pense qu'il y en a presque pas. Des vrais joueurs NBA, il y en a très peu. Et des joueurs qui seraient dans une autre rotation que celle du Thunder, il y en a pas énormément non plus. Tu vois, donc c'est surtout ça qui veut les défaites. Et le retour déjà de deux joueurs qui se sont affirmés cette saison et qui ont un peu plus d'expérience, mine de rien, Dort et Bézé, même s'ils sont sophomores, ils ont plus d'expérience que la plupart de l'effectif. Je pense que ça aidera là-dessus. Par contre, on n'est pas non plus dans des joueurs qui sont
très scoreur et très régulier avec Dort et Bézé, ça c'est sûr. Et comme tu le dis, tout simplement, on manque d'expérience et de joueurs qui ont un très haut niveau, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on a une équipe homogène et c'est pour ça qu'on n'a pas de joueurs capables de scorer 15 points tous les soirs, quoi. Mais du coup, c'est ce que j'espère avoir en fin de saison, que ça vienne de Poku, que ça vienne de Beasley, de Dort, pourquoi pas. Qui tu verrais d'ailleurs le plus possible? Tu vois, moi, quand Dort est capable de ça, je pense, parce qu'on l'a vu depuis l'absence de Shea, notamment quand il y a moins de guard, lui, il n'hésite pas à driver, il n'hésite pas à prendre les tirs. Je pense qu'il peut avoir ce rôle-là. Alors après, les pourcentages sont souvent incertains. Mais lui, je pense qu'il peut Tout être... le monde, hein. Oui, pour tout le monde. Mais tu vois, lui, je pense qu'il peut s'approcher, aller sur une période de moins d'un mois, je pense qu'il peut taper assez haut en moyenne de points. Ce qui m'embête un petit peu avec Dort, c'est que, comme tu le dis, il en est capable, je pense. Mais il est tellement meilleur quand il joue off-ball, Bon, il peut porter le ballon pendant les matchs, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais du coup, il est bon en catch and shoot maintenant. Et j'espère le voir plus dans ce rôle-là que dans un rôle de leader offensif clair et net, quoi. Bah voilà, on est dans du dépassement de fonction, hein, de ce qu'il fait. Ça lui permet de progresser, mais c'est au-delà du rôle qu'on lui promet et que peut-être il aura dans le futur, hein, c'est sûr et certain, ça. C'est ça, Moi, je mais préfère le voir comme ça, hein. Ah oui, après, ça a les intérêts de le voir comme ça, c'est sûr. Parce que si t'as une vingtaine, 25 matchs de Dort en porteur de balle primaire, il va faire des progrès fatalement et des progrès qui te serviront l'année prochaine. Que si tu le cloisonnes dans un seul rôle, c'est-à-dire du catch and shoot en attaque, tu réduis un peu les possibilités du garçon. Donc surtout que s'il est capable de bien manier la balle et d'être agressif vers le cercle comme il a fait cette nuit, les joueurs au bout d'un moment vont être obligés en plus de bien défendre le tir extérieur, peut-être de couvrir leurs arrières parce qu'ils vont se rendre compte que Dort est capable de partir au cercle rapidement. Ah, ça, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est... je me suis un petit peu mal exprimé. Ce que je voulais dire, c'est que Dort, dans ce rôle-là, comme tu dis, j'ai le même avis que vous et je suis content quand il a la balle en main, etc. Mais je veux pas que ce soit l'option numéro un et du coup, ce joueur capable de mettre 15 points tous les soirs, qu'il le fasse par séquence, justement, c'est un plus. Qu'il le fasse tout le temps, je pense que c'est pas forcément une bonne chose, même pour les joueurs autour de lui. Et je vois d'autres joueurs capables de faire plus. J'en parlerai Plus plus tard dans le talentueux podcast, du coup. offensivement de base. C'est ça. Hmm. Constant, toi, ton premier point là que tu vas regarder sur cette fin de saison. Alors, faire un podcast sur le Thunder de manière globale et ne pas parler de défense, c'est quand même un petit outrage pour moi. Je suis obligé de mentionner la défense dans chaque podcast et dans chaque live, c'est écrit dans mon contrat. Non, la défense, parce que pas besoin enfin, on va le rappeler pour ceux qui l'ont pas vu, mais depuis le All-Star Break, OKC est la pire attaque, mais aussi la pire défense. Alors du côté de l'attaque, ça change pas grand-chose parce que c'était déjà le cas depuis le début de saison. Par contre, défensivement, c'est tout récent, c'est depuis que Horford est parti, hein, bizarrement, depuis que Beasley a loupé sa bonne quinzaine de matchs. Donc voilà, on s'est retrouvé dans une situation où on défendait plus du tout et où je pense pas que ce soit spécialement une bonne chose. Alors le fait de pas défendre, ça te permet de perdre des matchs. Ça, on a bien remarqué que à partir du moment où tu défends plus, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué de rester dans le match. Ça, c'est un point positif. Néanmoins, j'aimerais bien voir, par exemple, des Poku, des Malédon ou peut-être même des Ty Jerome un petit peu step up défensivement. Sur les matchs parce que on va retrouver Dort et Beasley, donc deux joueurs qui sont quand même excellents défensivement, n'en déplaise à certains concernant Beasley. Je pense que la défense va s'améliorer avec le retour de ces deux-là, mais j'aimerais quand même voir d'autres joueurs qui ont eu du temps de jeu quand ces deux-là étaient absents, qui n'ont pas montré beaucoup de choses défensivement. J'aimerais bien qu'il y ait un voire deux joueurs qui step up un petit peu en défense parce que c'est bien de pas défendre pour perdre des matchs, mais l'année prochaine, j'aimerais bien avoir des joueurs qui, effectivement, comme l'a dit Sanson, sont capables d'être réguliers en attaque, mais qui sont capables d'être réguliers en défense aussi. Je suis d'accord avec toi. Moi, je vois deux problématiques qui font que ça risque de ne pas arriver et que tu seras peut-être déçu sur la suite de la saison. C'est qu'on a un gros problème de personnel. Alors, comme tu l'as dit, Dort et Beasley qui reviennent, ça sera un gros plus et peut-être que ça nous permettra d'être moins catastrophique dans cet aspect-là. Mais globalement, autour de ça, à part peut-être un Kenrich Williams, un Howard qui a des qualités athlétiques, etc., t'as pas des joueurs confirmés, notamment à l'intérieur, pour défendre. Là, le match contre Embiid,
Oui, Brown Après, est c'est contre Embiid. Oui, non, mais enfin, la facilité de certains paniers, moi, ça m'a déconcerté, quoi. Il y a un ou deux paniers sur Brown où, enfin, il est tranquille, quoi. Tu vois, t'as moins cette agressivité de début de saison. Et le deuxième point que je voulais aborder, c'est que t'avais moins aussi de repères collectifs qu'on avait bien en début de saison, défensivement. Là, t'as plus rien. T'as moins d'options parce que t'es limité par certains profils. Par exemple, Brown peut faire que du drop très profond. Bradley, on s'en rapproche un petit peu aussi, donc t'as moins cet aspect où Horford, par exemple, pouvait un peu plus sortir, etc. T'as moins d'options, t'as moins de personnel, t'as des joueurs moins prêts, rookies, qui se battent derrière pour leur place. Alors, dans un sens, ils devraient se battre aussi pour leur place en défense. Bah ouais. Mais tu vois, un Justin Robinson, qui risque de pas être très longtemps avec le Thunder d'ailleurs, il n'avait pas les capacités pour défendre. Ty Jerome, c'est pas le joueur le plus athlétique, le plus gros défenseur. T'as dimension athlétique qui a un petit peu baissé sur certains moments, qui a fait que je pense que t'étais un peu moins positif défensivement, un peu moins agressif. J'ai un peu peur, honnêtement. Je pense que ça sera une petite tare jusqu'à la fin de la saison de défensivement, parce que on l'a dit, Sidor a des grosses responsabilités offensives aussi. Mine de rien, il est quand même un peu moins impliqué défensivement quand il fait ça, j'ai l'impression, parce que c'est beaucoup demandé à un joueur, hein. Alors ce sera pas lui le plus nul, mais t'as moins cet impact où c'est vrai, son unique rôle de défendre, comme l'année dernière, où il fait que ça. Là, il doit s'employer à beaucoup de choses et ça l'enlève un peu de ce rôle-là. Donc à voir, mais je t'avoue que je suis pas très confiant vis-à-vis de ça. Par contre, je te rejoins que ça nous coûte des matchs, alors ça c'est peut-être positif, et ça coûte des grosses défaites aussi, ça j'y reviendrai, qui sont pas belles à voir et qui sont pas forcément très très positifs pour le développement non plus. Ça pourrait être un petit peu mieux, quoi. Non, mais après, je demande pas à ce que tu tombes sur des Patrick Beverley ou sur des Tony Oui. Allen dans chaque joueur. Je demande juste à ce que certains, qui, comme tu l'as dit, sont pas des monstres en défense, au moins de faire les efforts collectivement. Il y a beaucoup de séquences où on est, tu vois, en début de saison, quand on défendait à peu près correctement, il y avait des joueurs qui souffraient individuellement, mais la défense collective tenait toujours relativement bien. Il y avait des automatismes en défense qui faisaient que là, t'as certaines séquences où t'as un joueur qui vient en aide alors qu'il devrait pas. Je vois beaucoup de joueurs qui se placent pas bien en défense non plus, qui donnent des paniers faciles. Cette nuit, il y a une contre-attaque où il y a personne qui vient protéger le cercle. Ça, c'est des trucs qui, effectivement, sont des manques d'automatisme. Mais justement, en 20 matchs, et ça rejoindra un point dont tu parleras tout à l'heure, en 20 matchs, t'as le temps, entre guillemets, d'avoir des rotations qui seront un peu plus fixées, justement, de développer certains automatismes. Alors, est-ce que ça va arriver? Probablement pas, mais en tout cas, j'aimerais bien, d'une part, surveiller ce point, et de deux, un petit peu plus de défense collective, un peu plus d'implication, parce que te montrer pour avoir un contrat en attaque, c'est bien, mais t'en as certains qui peuvent avoir un contrat, je pense, en montrant leur application défensive. Moi, je vous rejoins un petit peu tous les deux, mais là où j'ai un problème, c'est que, comme Pierre l'a dit, on manque quand même de personnel et on manque de qualité intrinsèque en défense. Mais par contre, je suis d'accord avec toi, Constant, sur le fait qu'il faut retrouver une envie qu'on avait au début de saison. Et comme tu le dis, sur les aides, les joueurs ils courent partout, mais ça n'a pas de but parce qu'ils sont en retard. Ou il faut retrouver mélanger l'envie des vraies qualités défensives, quoi, tout simplement. Alors que venir sur les aides, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus dur à faire en défense. Donc ça peut se régler dans les 20 matchs qui suivent, comme tu l'as dit. Surtout en début de saison, regardez Muscala, c'est pas le plus grand défenseur de la terre athlétiquement, par contre il faisait les efforts. C'est ça. T'avais une vraie culture de l'effort que t'as un peu moins ces derniers temps, c'est vrai. Voilà, donc moi c'est juste ça que je demande, même si t'es limité physiquement, au moins donne-toi, quoi. Bah, il donne-toi bien parce qu'on voit que par séquence, quand même, les joueurs viennent en aide, comme on l'a dit, mais ils sont là en retard, ça va pas, et du coup, ça dérègle toute la défense et il y a des trous énormes, comme on l'a encore vu cette nuit face à Philly, de toute façon. Bon, c'est plus actuellement de l'acceptation que de l'agression en défense, et j'espère que Dort et Beasley, typiquement, sont des joueurs qui peuvent agresser l'attaquant, sauront remettre un peu ces choses-là dans l'effectif Thunder et tireront un peu les autres vers le haut. Et un point aussi à pas oublier, c'est que, mine de rien, quand t'as une attaque qui tient aussi peu la route que celle d'OKC actuellement, alors certes, en début de saison, elle était pas bonne non plus, mais c'était légèrement mieux. Là, je pense qu'on joue, t'avais quand même t'avais quand même des meilleurs joueurs offensivement. On était 29e, hein. Oui, non, mais sur le papier, t'avais mieux, et je me demande d'ailleurs si on joue pas plus vite maintenant,
qu'il y a un peu moins de talent. Ça, j'ai pas checké, mais c'est peut-être une On possibilité. est 9ème à la pace. Ouais. Alors après, est-ce qu'elle a vraiment augmenté? Je pense que fatalement, avec Horford qui joue plus, elle a augmenté. Ouais. Et en fait, le point que je voulais mentionner, c'est que quand t'es en si grande difficulté offensivement, on a notamment parlé des turnovers là, du dernier match où il y en a beaucoup, et ben, ça devient beaucoup plus compliqué de défendre derrière et beaucoup plus chiant, parce que si tu passes ton temps en attaque à perdre des ballons, à prendre des transitions, des contre-attaques, défensivement c'est bien plus compliqué. Si t'arrives jamais à marquer, tu prends des runs, enfin voilà, tu mets l'autre équipe en confiance aussi. Il y a ce facteur là aussi. C'est un basket, c'est un des rares sports où vraiment j'ai l'impression que les deux ont un impact direct, tu vois, c'est-à-dire que t'as une transition attaque-défense qui va très vite. Si tu perds des ballons, si tu loupes tous les tirs, si tu commences dans une mauvaise période offensive, ta défense, faut que tu sois solide pour qu'elle tienne derrière aussi, tu vois. Ah bah oui, déjà quand tu perds la balle, même pas à l'intérieur, c'est quand tu la perds derrière la ligne à 3 points où t'as fatalement plus de joueurs pour faire le repli défensif, forcément tu vas les prendre les 2 points. Mais ça c'est un problème plus d'attaque, j'ai envie de dire, qu'un réel problème défensif. Oui, mais ça marche dans le rating en soi. Tu vois ce que je veux dire. C'est un impact après. Oui, c'est pour ça. Je suis d'accord, c'est un impact. Mais c'est sûr que perdre 22 ballons, et c'est pas, on en parle parce que ça commence à devenir une constante dans cette équipe. C'est que forcément t'as beaucoup de mouvements de balles, mais t'as beaucoup de pertes de balles aussi. Quand tu vois Bazley qui perd 9 ballons cette nuit, c'est pas inacceptable. Donc, il y en a des bêtes, hein, mais de tous, hein, que ça soit. Il y en a que c'est vraiment, c'est même. Tu vois, si on était au tennis, on dirait que c'est des pertes de balles indirectes. C'est même pas direct plutôt. C'est même pas l'adversaire qui te fait perdre la balle, c'est juste toi qui perds la balle tout seul parce que tu négliges ta protection de balle, parce que tu fais une passe n'importe comment. Voilà, donc fatalement, tu vois, effectivement, ça a une influence, mais c'est plus une conséquence qu'une réelle cause sur la défense en tout cas. Mais pour le coup, même ces pertes de balles, il faut de toute façon gommer cette chose. Les joueurs commencent à avoir plus d'expérience et avec le temps, et là dans les 20 matchs à venir, c'est quand même quelque chose qui doit se régler aussi bien que la défense, comme tu l'as dit tout à l'heure, je pense. Même si ça va pas, Ça, j'ai du mal à le voir diminuer aussi, parce que vu l'expérience globale des joueurs sur le terrain, là tu rentres Bazley qui est un joueur à risque, tu rentres Dort qui va jouer guard mais qui va être très agressif, et voilà. Maledon et Poku perdent beaucoup de ballons tous les deux. Enfin, tes joueurs qui portent la balle sont pas des joueurs pour l'instant très efficients en termes de perte de balle, sont des joueurs qui ont du déchet. Donc ça, j'ai pas l'impression que ça va diminuer, et quand tu vas rentrer un nouveau joueur, le temps d'adaptation est grand, quoi. Donc après, si on faisait que de l'ISO comme les Wizards, on perdrait moins de ballons. Ça, c'est sûr. Vu ce qu'on fait, c'est sûr aussi que ça aide. Oui, c'est sûr. Tu vois, parce que là, on est vraiment dans une optique d'ultra partage du ballon. Donc, forcément, alors on a explosé nos passes décisives là depuis quelques matchs. Mais par contre, nos pertes de balles ont explosé elles aussi. Donc, c'est le revers de la médaille. Ok. Je vais aborder maintenant, moi, le premier point que je vais suivre. Et je pense que c'est le plus évident, en fait, sur la suite des saisons. En fait, on le partage tous les trois. C'est que pour moi, ce que je veux et ce que j'attends, c'est qu'on perde le maximum de matchs. Notamment. Il y a 3 semaines, hein, je le rappelle, ouais. Il y a 3 semaines, Pierre voulait jouer le play. En fait, on était dans la période d'entre-deux. C'est toujours bon de le rappeler. On était dans la période d'entre-deux, puis après on a dit, oh bah Orford il joue plus, Haché il joue plus, lui il est blessé, je dis bon bah ok, très bien, allez les gars. Donc non, maintenant j'attends de perdre le maximum de matchs, parce que c'est clairement l'objectif de l'équipe, il faut pas se le cacher non plus. Oh bah oui. Notamment contre des adversaires directs, on a des confrontations qui arrivent contre Washington, voilà, là on a eu Cleveland dernièrement, il y a des matchs à perdre assez importants. Après là, le point que moi je veux mentionner par contre, c'est que j'ai envie de les perdre avec un petit peu de manière, et là ça va rejoindre ce qu'on dit depuis le début du podcast, parce qu'actuellement 6 défaites d'affilée, c'est la pire série depuis notre début de saison, et c'est la pire série dans la ligue actuellement. 1-9 sur les 10 derniers matchs, c'est le pire bilan en NBA. Donc comme vous en doutez, le tanking est très 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 fort, ce qui n'est pas forcément pour des players encore une fois, mais bien sûr la manière, parce que sur les 6 derniers matchs, donc les 6 défaites, 5 défaites à plus de 20 points d'écart, 4 à plus de 25, et après 2 à plus de 30, et même d'ailleurs bien plus de 30 points d'écart, si vous vous souvenez notre live de la semaine dernière, si je ne me trompe pas, on avait pris 85 points en 2 matchs, ou quelque chose comme ça. Ouais, 37 et 48, ouais, 85. Donc,
Le Thunder, d'ailleurs, je crois que j'avais passé une stat sur les 5 premières défaites de la série, était sur un différentiel presque historique. Alors, ça devait être moins 25 de moyenne, quelque chose comme ça, vraiment complètement dur. Donc moi, j'ai envie qu'il y ait un petit peu plus de baston, un petit peu plus de manière, des matchs un peu plus intéressants à accrocher. Typiquement, celui contre les Hornets est bien plus intéressant pour moi que les dernières défaites où au premier quart-temps, il y avait un point d'écart et on passe le reste du temps à se demander... voilà, qui sera le meilleur joueur du match, qui sera MVP, qui va scorer un petit peu, qui va faire ça. Un match où c'est un peu plus accroché, tu te bats, t'essaies de un minimum jouer la win, j'ai envie de dire. C'est beaucoup plus intéressant dans le développement de tous les joueurs. Et bizarrement, c'est les matchs où défensivement t'es un peu plus correct. Offensivement, t'es peut-être face à une équipe moins forte et du coup ton attaque s'exprime un peu mieux, tu perds un peu moins de ballons, tu mets un peu plus dedans. Mais ces matchs-là, il faut réussir à se les créer aussi, quoi, parce que même quand tu joues contre des contenders qui manquent je ne sais combien de joueurs, tu peux essayer de les embêter un petit peu, en fait. Moi, j'ai envie qu'on soit dans les matchs avec plus que 5 minutes par rencontre, quoi. Sinon, ça devient compliqué, en fait. Ça devient compliqué de lâcher tout de suite. Donc, des défaites où tout se profite dans le début du 4e quart-temps, ensuite tu fais un peu de garbage time, et voilà, et qui se finit autour des 10 points d'écart, 15 points, et ça suffira très bien, parce que les 40 pions... c'est pas... Tu sais que ça n'arrivera pas. Hein. Oui, ça va être compliqué aussi, encore une fois. Pour le coup, pas. Avec le retour de Dort et Beasley, bon, je dis ouais, c'est peut-être un motif d'espoir. Mais ça va quand même. Ouais, c'est ça, c'est un motif d'espoir. Et ce sera forcément un peu plus accroché. Tu rajoutes 2 bons joueurs dans notre effectif très 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 moyen, ça va forcément aller mieux. De toute façon, là, tu parlais du tanking. Là, on a 4 matchs. Là, on joue Utah et Golden State. Bon, alors déjà, Golden State, je me méfie parce que vu leur forme actuelle, on serait capable de le prendre. Exactement, ouais. Alors, ensuite, t'as 4 des 5 matchs d'après qui vont être capitaux, puisque tu vas à Détroit. Détroit qui est relativement en forme et qui peut-être au buzzer pourrait nous coiffer. Je trouve qu'ils sont plus en forme typiquement que Orlando par exemple. Détroit ces derniers temps c'est plutôt pas mal ce qu'ils font. Tu vas à Toronto qui est toujours dans cette irrégularité avec des blessures, donc potentiellement ça peut encore jouer. Tu vas à Washington qui va un petit peu mieux ces derniers temps, mais c'est pas la folie non plus. Tu reçois Indiana, bon ça c'est pour le pic vis-à-vis de Miami, et après tu rejoues Washington. Donc là tu vas avoir 4 matchs contre des concurrents directs qui peuvent potentiellement te faire bouger d'1, 2, voire 3 spots au niveau des bilans. Ça c'est des matchs pour le coup, t'as plutôt intérêt à les perdre, et qu'on les perde de 40 ou qu'on les perde de 3, je t'avoue que je m'en fous un peu du moment qu'on les lâche. Parce que si tu les prends, tu peux vraiment avoir des regrets, et je me dis qu'avec un retour de Dort, avec un retour de Beasley, comme tu en as parlé, Sanson, on peut commencer à redevenir intéressant et gagner ce genre de match. Je parle même pas si Shea revient d'ici la fin de saison. Il faut pas. Il faut pas qu'il revienne. Bah alors, non. Non, mais je suis d'accord avec toi, tu peux éventuellement gagner des matchs et je préfère les perdre. Après, je préfère les perdre correctement, quoi. C'est tu vois, la différence est là. Mais tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Ouais, ça, je suis d'accord. Pour le coup, ce qui est assez frustrant, c'est qu'on est sûrement actuellement la pire équipe de la NBA. Bon, ça se joue peut-être avec Minnesota et Houston, mais... Non, Minnesota, il y a du mieux. Houston aussi, non, ça joue entre nous et nous. Et nous, oui, c'est ce que j'allais dire. Non, tu regardes Houston jouer. Minnesota, ils ont fait des progrès. Hein. Donc, ouais, non, on est la pire équipe et ce serait bien de le rester. Alors, peut-être d'en prendre une ou deux par-ci par-là, vite fait, histoire de remonter le moral, mais ouais, surtout les matchs contre les concurrents directs où t'as plutôt intérêt à les lâcher, parce que sinon ceux-là ils valent vraiment très cher, et jusqu'ici on a plutôt fait le taf, on a perdu celui contre Détroit, celui contre Cleveland qui était très important aussi, donc voilà. Et pareil, il y a plein de confrontations directes entre ces équipes-là. J'ai checké le calendrier un petit peu de Washington, de Cleveland et de Toronto. Il y a beaucoup d'affrontements directs entre ces équipes. Orlando aussi, donc ça c'est un point positif pour nous, c'est que fatalement ils vont gagner des matchs. Il y aura un gagnant dans le match. Voilà. Sanson, je retourne vers toi maintenant. Je sais que tu voulais nous parler notamment d'un joueur qui est sur le retour et qui serait justement peut-être ta première option offensive que tu attends. Vas-y, je te laisse la parole. C'est ça, du coup, comme j'en parlais tout à l'heure, j'espère avoir un joueur capable de porter un petit peu plus l'équipe en attaque,
capable de mettre une quinzaine de points et ben voilà, tout simplement être le leader offensif d'une équipe très faible, hein, il faut se le dire aussi. Mais du coup, je vois Darius Bazley dans cette position. J'espère qu'il fera un retour en patron, qui sera vraiment important offensivement et bon, capable de mettre de l'impact défensif comme il le fait depuis qu'il est arrivé à Oklahoma City. Et j'attends de lui mieux qu'en début de saison, quand il était avec Shea. Bah là, j'espère qu'il va avoir un rôle très important offensivement. Je demande pas des pourcentages élevés, je demande pas d'être propre. Comme le match face à Philly, qui perdent des ballons, ça me dérange pas. S'il rate des shoots, ça me dérange pas. Mais je veux le voir balle en main, je veux le voir jouer offensivement tout simplement et être très libre, faire ce qu'il veut et voir ce que ça donne. Tu veux voir le Bazley de début de saison, quoi, qui rentre pas un tir et qui perd des ballons par paquet. Bah non, Ça justement. change rien, en fait. Je veux le voir dans un rôle très important. Et là, j'ose espérer que Sanché, il sera libéré. Et du coup, qu'il se prendra pas la tête tout simplement. Et là, hier, en dehors de ces énormes pertes de balles, c'est 9 comme tu l'as Il dit y en tout a à l'heure. 9 quand même. Bon, bah 9 c'est beaucoup trop. Il peut pas faire ça tous les soirs, de toute façon. Mais voilà, qui shoot à 3 points, qui shoot à mi-distance, même ça, on le voit très peu. Qu'il aille au drive, qu'il aille au rebond. Je veux le voir un peu tout faire, que ce soit en attaque ou en défense. Ouais, au-delà des 9 pertes de balles, son match contre Philly est plutôt intéressant. Surtout Je suis sa d'accord. première mi-temps. La première mi-temps, bon, déjà dans le premier quart-temps, il met 10 points, mais si t'enlèves les 9 pertes de balles, t'as quand même des actions où, bah déjà, c'était lui qui était le porteur de balles sur certaines actions en relation avec Dort, en alternance avec Dort. Et il y a plusieurs décalages que j'ai trouvé intéressants, tu vois. Il y a une passe, je me souviens, où il décale, je crois que c'est Moses Brown, si je dis pas de bêtises. Je me dis, celle-là, elle est bien sentie. Alors effectivement, s'il pouvait limiter ses pertes de balles, ce serait bien. Mais tu vois, il fait quand même, il est en quoi? Il est en 19,9,5, je crois, avec d'excellents Ouais, c'est pourcentages ça. au tir. 17. Donc, si s'il est capable de refaire ce genre de performance, bah ouais, ce serait satisfaisant. Peut-être que lui déjà, effectivement, le fait de pas avoir Shea dans les pads va peut-être un peu plus le libérer. Peut-être aussi que il avait des soucis de santé parce que on a découvert que monsieur s'était cassé l'omoplate, donc forcément, si tu joues des gens handicapés, ça va pas t'aider. Là, il peut revenir en forme avec du repos. Et effectivement, comme tu l'as dit, il a toutes les clés pour pouvoir s'exprimer. Je pense que moi, Bazley, honnêtement, c'est l'un des joueurs les plus à suivre de cette fin de saison. Pas parce qu'on le connaît pas parce qu'il joue sa place dans l'effectif dès maintenant, mais parce qu'on le sait, il y a cette espèce de dualité de vision sur lui. Est-ce que c'est une pièce indispensable au futur? Est-ce que c'est lui qui sera peut-être tradé? Qu'est-ce qu'il va donner en termes de fit, etc. On en a parlé beaucoup avec Constant. Et lui, là, il a l'occasion, de par son talent offensif et ses flashs, là, de se montrer. C'est un joueur qui, je pense, le fait d'être libéré en mode il n'y a plus d'enjeu, tu peux perdre les matchs, c'est pas grave, tu peux te faire défoncer, c'est pas grave. Lui, il peut en profiter pour tenter plus de choses. Alors, vous l'avez dit, avec pas mal de déchets, mais ça peut lui permettre de passer un cap peut-être mentalement, qui se libère sur le terrain, qui tente sans trop se poser de questions, parce que ça, on l'avait vu aussi pas mal de fois où il était un peu hors de propos sur le offensivement, où il se posait beaucoup de questions, où il n'était pas dans le rythme des autres joueurs. Donc là-dessus, ça peut lui permettre d'évoluer un petit peu. Et ensuite, parce que, comme tu l'as dit, Sanson, il peut être un petit patron en attaque. J'ai du mal avec ça, parce que balle en main, moi, j'ai un peu de mal. Par contre, j'attends de le voir un peu plus au scoring, effectivement, comme il l'a fait contre Philadelphie, où je suis plutôt content de son match. Malgré tous les déchets, c'était un bon retour pour lui, je trouve. Donc ouais, j'attends de voir moi aussi ce que Darius va donner, parce que on l'a un peu vite oublié quand même, hein. Que ce soit la fanbase, que ce soit nous aussi un petit peu, c'est un des prospects majoritaires, j'ai envie de dire, d'OKC actuellement, hein, au milieu des Poku, etc. Il faut pas l'oublier, il est très jeune, il a du talent, il était déjà là l'année dernière, on était très hypé par les flashs qu'on avait vus, il a pas confirmé comme on le voulait, mais ne pas oublier Darius Bazley, surtout comme tu as dit Constant, sa blessure était peut-être bien plus grave que ce qu'on imaginait, et ça avait peut-être un impact plus élevé sur son jeu avant son arrêt, etc., que ce qu'on pouvait croire. Se trouve, il avait juste une petite douleur, en fait, il avait la clavicule pétée, et il jouait depuis un petit moment avec, donc j'attends de voir ce que ça peut donner, mais moi je suis très curieux de voir quel rôle déjà il va avoir, et qu'est-ce qu'il va produire avec ce rôle-là.
Et puis surtout, faut pas oublier que Beasley n'a toujours pas 21 ans. Hein. Ouais. Il va rentrer dans sa 3e saison en étant plus jeune que certains prospects qui vont être draftés dans le top 10 cette année à la draft. Hein. Ou dans le top 15. Donc, tu vois, on parle beaucoup de la jeunesse de Poku, de la jeunesse de Malédon. Beasley, pour le coup, Dieu sait que je lui ai tapé dessus à plusieurs reprises, parce que j'en attendais beaucoup durant l'intersaison, mais faut quand même lui reconnaître que ça reste un joueur extrêmement jeune, qui a le temps de se développer, qu'on a peut-être des attentes qui sont élevées pour lui, parce que quand on a vu sa bulle, on était fou de voir le potentiel qu'il avait. Il n'a pas trop confirmé, donc justement, qui profite de ces 20 matchs, d'une part pour réinstaller sa place dans la hiérarchie du Thunder, puisqu'avec les bonnes performances de Poku, ça commence un petit peu à discuter de son avenir, donc se replacer en disant non, mais moi je reste un prospect intéressant à développer. Et puis oui, un petit peu on l'a vu là en conf de presse après le match, il était très content de revenir sur le parquet, tu vois qu'il s'éclate sur le parquet déjà. S'il s'éclate sur le parquet, je pense que ça se ressentira forcément dans son jeu. Et vous l'avez bien expliqué, de toute façon, on en attendait peut-être trop de Beasley. Il n'a pas pu prouver au début de saison et il a fait moins que ce qu'on attendait de lui. Mais faut pas oublier quand même qu'au début de saison, on parlait d'un trio avec Shea et Dort. Et par rapport aux deux premiers cités, c'est quand même... Enfin, il a apporté beaucoup moins que les deux autres, quoi. C'est ça qui m'embête un peu. Et du coup, j'espère qu'en fin de saison, il pourra réaugmenter sa valeur. À l'approche de la draft, ça peut être intéressant. Hein, Constant? Oh, moi, je ne dis rien. Constant, je vais te laisser enchaîner. Toi aussi, tu as des joueurs, des petits chouchous que tu attends de voir sur cette fin de saison, si je me trompe pas. Ah bah alors moi, je tiens à le dire, j'ai trouvé mon nouveau Amidou Diallo. J'ai trouvé mon nouveau chouchou que je défendrai contre vents et marées. Les fans de Philly avaient prévenu, mais alors là, le coup de foudre à opérer, c'est Tony Bradley. Alors, coup de foudre, est-ce que c'est en rapport du fait que le pivot titulaire est un véritable escroc et un scandale? Je sais pas. Toujours est-il que Tony Bradley reste la très bonne surprise, je trouve. Tu vois, on parlait de cette équipe qui était moyenne. Je trouve que dans les bonnes surprises de cet effectif, t'as Kenrich Williams, qui est plus vraiment une surprise au final, tellement il est bon à chaque fois. Et t'as Tony Bradley. Tu le vois que match après match, le monsieur se développe. Il a fait un carton là contre Philly, il fait un 16-14 avec de la réussite au tir. C'est un joueur que je trouve extrêmement intéressant. Alors c'est pas le plus athlétique, notamment défensivement. Il y a encore quelques petites erreurs de placement. Ça a été le cas cette nuit où il laisse un peu trop d'espace à Embiid, ou quand t'as un joueur qui drive, il a tendance à reculer et à pas vouloir subir le contact. Par contre, en attaque, je trouve que c'est un joueur qui a déjà des vraies bases, tu vois, il est capable de jouer le pick and roll à merveille. Je trouve qu'il se place plutôt bien au niveau du pick and roll pour recevoir la balle. Son petit flotteur là à 2 mètres du panier, ça rentre, c'est pas vraiment un flotteur, c'est plus un espèce de bras roulé, mais il est plutôt efficace, il rentre souvent, il tente des mi-distances. Je suis pas convaincu que ce soit vraiment ce sur quoi il doit s'appuyer, mais malgré tout, je trouve qu'il est extrêmement intéressant. Et j'aimerais bien le voir titulaire, ou en tout cas le voir avec plus de temps de jeu, parce qu'il joue au final que sa petite vingtaine de minutes par match. Moi j'aimerais bien le voir sur 28-29 minutes en tant que titulaire, associé par exemple à Beasley ou à Poku, parce que je trouve que c'est plutôt complémentaire, et ouais, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup et dont je vais surveiller les 20 derniers matchs, parce que voilà, monsieur est agent libre à la fin de saison. On est dans cette optique de prendre des jeunes et de voir qui sera capable d'être là l'année prochaine. Je pense que Tony Bradley, s'il continue sur sa lancée, de s'améliorer match après match, de comprendre mieux comment fonctionne l'attaque du Thunder aussi, ce dont il a parlé en conférence de presse, je pense que il pourrait avoir un petit avenir au sein de la franchise. Pour réagir à ce que tu as dit, déjà par rapport à son midi-distance, ça m'a marqué, parce que c'est vrai qu'il en prend. Le tir, tu sens qu'il est moyen. Ça fait un peu du Nerlens Noel, tu sais, au début où il les mettait pas trop, après petit à petit ça devenait une vraie menace, donc ça peut être intéressant dans cet aspect-là. Et je voulais juste ajouter que la présence de Brown dans l'effectif, en fait, bénéficie à deux choses. Donc déjà le tanking, mais aussi, surtout, à Bradley, parce que ça met en valeur. Ça le met en valeur, en fait. C'est-à-dire que quand tu te fais battre complètement avec Brown sur le terrain, après t'as Bradley qui rentre, et comme tu as dit, c'est pas
c'est pas un élite joueur, c'est pas un prospect élite, mais qui est cohérent, que c'est un bon joueur de basket, etc., qui se place bien, et tu vois tout de suite la différence. Sans que ça soit un énorme joueur, tu vois tout de suite la différence, et du coup, ça le met en valeur. Le dernier match contre Philadelphie, c'est exactement ça, et je crois que d'ailleurs qu'il joue plus que Brown globalement, parce qu'il est un peu plus Brown intéressant. se fait défoncer par Daigneault plusieurs fois dans le match. Et moi, il y a une action qui m'a marqué, et que j'ai particulièrement aimé pour lui, je crois que c'était dans le match contre Cleveland. Il prend la balle à 3 points, il fait un dribble main gauche, si je me trompe pas, un passement de jambe, il repart main gauche, et ensuite il fait un reverse pour faire un hook à 3-4 mètres au-dessus du défenseur, et il marque. Ça, je me suis dit, Moses Brown, même dans ses rêves les plus fous, il le fera jamais. Et rien que le fait qu'il prenne cette responsabilité de le tenter, qu'il se sente de le tenter, qu'il score là-dessus, etc., tu te dis qu'il y a un petit potentiel dans ce joueur-là qui est Bradley, et donc pas inintéressant encore une fois de voir qu'est-ce qu'il peut donner sur ces 20 matchs, et de voir ensuite est-ce qu'il peut rentrer dans les plans du front office pour la suite de sa carrière NBA. Toi, Samson, qu'est-ce que t'en penses depuis le début de son passage à OKC de Bradley? Bah moi je rejoins Constant, de toute façon c'est un profil, bon c'est un rim runner, de toute façon rien d'extraordinaire, mais j'ai un tout petit souci avec son plafond. Je le vois assez bas et je vois pas en quoi il peut vraiment progresser. On parlait un petit peu du mi-distance, mais je pense pas vraiment que ce soit un axe très important. Un meilleur placement défensif, ok, mais je vois pas sur quels axes de progression on peut se tourner sur Bradley en fait, tout simplement. Il peut mieux défendre déjà, ce qui est quand même un facteur assez important, la défense au basket. Après, en attaque, tu vois, il a déjà des bases suffisamment solides, je trouve, pour pas lui demander de progresser beaucoup plus que ça. Quand t'as un joueur qui tourne à 60% au tir, qui est capable de mettre ses lancers, qui est capable de rouler, je pense que, tu vois, c'est pas un joueur effectivement qui a un plafond très élevé, mais je trouve que son plancher, c'est bien d'avoir des joueurs qui n'ont pas un plafond élevé, par contre qui ont un plancher solide. Un peu de certitude, un peu de certitude. Voilà, tout à fait. Je trouve que le plancher de Tony Bradley, il est quand même plutôt intéressant. T'as déjà des bases sur lesquelles tu peux te consolider, enfin sur lesquelles que tu peux exploiter. Donc je me dis que l'année prochaine, si t'as par exemple un départ d'Orford, poste 5, t'as 15, 16, 17 minutes de Tony Bradley en sortie de banc, je me dis pourquoi pas. Tu vois, je dis pas ça va devenir on l'a déjà dit, mais son plafond c'est backup pivot, on le sait, tu vois, c'est pas lui, c'est pas ton pivot du futur, hein. Ça je pense que je te rejoins Samson, c'est pas le plafond le plus haut, et voilà. Après il a quand même des axes de progression, je pense que notamment du jeu pour lui, et de se créer les choses, comme j'ai cité, ce genre d'action où lui va se jouer de haut panier et se créer un petit peu des tirs. Il le fait pas trop, est-ce qu'il en sera capable dans le futur? Je sais pas, mais peut-être qu'au poste il sera capable. Je le vois pas devenir un shooter extérieur, ça paraît compliqué. Mais un petit peu plus de jeu pour lui, un petit peu plus de création offensive, ça peut être aussi dans la création à partir du pick and roll, où là c'est un finisseur, juste un finisseur. Peut-être que petit à petit il sera capable de faire une ou deux extra passes. Un Rudy Gobert maintenant est très bon à Utah parce que sur chaque pick and roll il est capable de sortir pour les shooters, et Utah artille dans tous les sens. Alors je dis pas que ça va devenir Rudy Gobert, loin de là, mais tu vois, on partait de loin non, offensivement. Dans cet axe-là de progression. Ouais, voilà. Dans cet axe-là de progression. Voilà. Tu peux comparer à des joueurs qui sont plutôt bons finisseurs près du panier. Nerlens Noel était un bon finisseur près du panier, c'était pas que juste un dunker, tu vois, il avait un petit toucher près du cercle. Bon quand il est arrivé au KC, il faisait très peu de choses autres que de finir près du panier, et au fur et à mesure des saisons, il a progressé à la passe. C'est dur de les comparer parce que Noël c'est un top prospect de base qui avait une bonne vision de jeu, ça se voyait, etc. Mais c'est sûr qu'il l'a mis en place que à OKC et petit à petit, effectivement. Je trouve que Bradley a potentiellement une vision de jeu que tu peux développer. Tu vois, je te dis pas que ça va devenir Jokic, mais je pense que son QI basket est peut-être au niveau, tu vois, il est pas en dessous de la moyenne des pivots NBA. Il est peut-être même un poil plus haut. Bon, bah ça répond à mon interrogation de toute façon. Non, après, tu as le droit de ne pas être très hypé par Bradley. Ça, c'est. Non, c'est ça, je suis pas. Non, t'as pas le droit. T'as pas le droit. Je suis pas très hypé, mais j'ai quand même, comme vous l'avez dit, sur mon plancher, il est assez haut quand même.
Et ça me dérange pas du tout d'avoir un joueur comme ça en sortie de banc à terme s'il progresse. Pour moi, c'est un espèce de Derrick Favors, tu vois. S'il est vraiment capable de se développer, c'est un petit peu un Derrick Favors. Après, Favors tire, quoi, mais... Pas tant que ça. Oui, hein. Pas tant que ça, mais il avait un peu ce Il rôle. tire à mi-distance, mais tu regardes Derrick Favors lors des années à Utah. Alors, pas quand il était à 16 points de moyenne, mais quand il était backup de Rudy Gobert, ou quand il jouait aux côtés de Rudy Gobert, c'était un joueur à peu près comme ça, quoi. Capable de mettre 12 points, de te prendre 7 ou 8 rebonds et de faire une ou deux passes. Moi, je pense que s'il y a un plafond vraiment pour Tony Bradley, c'est Derrick Favors. Derrick Favors, c'est typiquement le joueur que tu fais sortir du banc et que t'es toujours très content d'avoir ce genre d'apport. Bah, c'est tout ce que je lui souhaite, hein, de toute façon. Mais déjà, ce qui est bien, c'est que Bradley, c'est quand même déjà un joueur assez propre. Et C'est un joueur de basket déjà. Oui, c'est ça. Contrairement à un autre. Je vais enchaîner moi maintenant avec mon point, celui que je vais le plus regarder et que j'attends le plus. C'est que j'attends que le front office, et notamment Mark Denault et Sam Presti, statuent un petit peu sur les joueurs, sur leur profil, qu'ils fassent des choix. Et qu'enfin on soit fixé sur, de toute façon c'est le but de l'objectif de la fin de saison, qu'on soit fixé sur qui a un potentiel, qui sera là dans le futur ou pas, parce que là on est dans une période de test ultime, avec des signatures dans tous les sens, des joueurs coupés, on a des joueurs qui ont beaucoup de temps de jeu, qui est plus ou moins mérité honnêtement, t'as pas mal d'absences, t'as des line-up tentés parfois un peu obscurs, avec des complémentarités que tu peux te dire que t'imaginais pas ça, et donc l'utilité de ça, c'est bien sûr de voir qui peut s'exprimer un petit peu en NBA, qui peut s'épanouir à OKC, comment ça peut fonctionner entre les joueurs, et bien sûr, comme j'ai dit, de faire partie du futur, on va dire peut-être même juste de la saison prochaine. Ça a déjà commencé de statuer un petit peu sur certains profils, parce que Muscala ne jouera plus et sera sûrement plus là. Orford sera tradé cet été, on l'espère, mais ne mettra plus le maillot du Thunder, ça c'est presque une certitude. T'as eu Miller et Jackson plus récemment, notamment, qui ont été coupés. Jackson, je pense que c'est un vrai choix pour le coup. Et donc maintenant, moi j'ai fait la liste, il y a en gros 8 joueurs sur lesquels, sur ces 20 derniers matchs, tu dois te faire une idée précise, parce qu'ils sont pas en contrat l'année prochaine, ou pas en contrat garanti, parce que tu dois les re-signer ou autre. Tu as Mykhailiuk, Hall et Bradley qui sont restricted free agents, donc sur lesquels tu dois prolonger ou pas. Hall c'est un peu plus spécial, est-ce qu'il pourrait retourner en two-way par exemple, c'est une possibilité. Tu as Kenrich Williams, Robbie et Moses Brown qui n'ont pas leur contrat garanti la saison prochaine. Donc là encore, tu peux faire le choix de les conserver ou non, tu peux faire le choix de garantir leur contrat rapidement ou pas. On peut ajouter maintenant aussi Jalen Ward, le français, qui est en toué jusqu'à la fin de saison, est-ce qu'il sera là encore l'année prochaine? Tu avais Justin Robinson, qui était en contrat de 10 jours, lui on semble déjà que là il a moins joué sur le dernier match avec le retour des autres, tu sens qu'il sera peut-être pas là très très longtemps, peut-être qu'il aura un autre 10 jours. Tu as sûrement des autres joueurs qui vont être testés pour 10 jours, c'est pas mal le cas actuellement dans toutes les équipes NBA. Tu as eu aussi, un peu en sous-marin, on l'attendait pas trop celle-là, l'arrivée de Gabriel Deck en provenance du Real Madrid, là, qui semble se profiler pour dans quelques matchs, quoi, pour la fin de saison. Donc lui aussi il va être match testé. contre les Wizards, il va être là, donc dans 2-3 matchs il est là. Lui il va être testé et son contrat ne semble pas garanti les futures années, donc il a une place à prendre. Tu sais que Micic arrive l'année prochaine, donc tu dois faire aussi selon lui. Donc moi, le truc que je veux, c'est avoir un avis clair sur les joueurs, savoir qu'est-ce qu'ils peuvent donner, s'ils seront dans l'effectif, voilà, et que le front office fasse ce choix-là. Bon, ça, ils le feront, c'est sûr. Après, on aimera ou pas, mais je pense que c'est ce que je vais regarder, c'est qui se fait une place ou pas, qui s'exprime ou pas. Et ensuite, je sais que ça arrivera pas, mais le fait d'avoir un petit peu une hiérarchie, comme on l'a dit depuis le début, et d'avoir une certaine projection pour l'année future, parce que peut-être que tu drafteras pas exactement pareil, bien que j'aime pas cette idée-là, selon qui tu as envie de développer, tu vois, qui sortira du banc, qui tu auras en potentiel starter, ou qui sera là juste en fond de banc, tu vois, avoir cette idée-là. Et ensuite, ça permettra aussi, si tu as une petite hiérarchie, d'avoir un début de connexion entre certains joueurs, un début d'harmonie peut-être en sortie de banc. Je te donne un exemple, et ça je sais Constance ça va te faire plaisir, mais si tu sais que l'année prochaine en sortie de banc tu auras du Ty Jerome et du Bradley, fais-les jouer ensemble, fais-leur faire des pick and roll dans tous les sens et ils auront une bonne connexion et ça sera intéressant. On l'a eu. Ouais. On l'a vu. On l'a vu en plus. Oui. Il y a Ty Jerome maintenant qui fait des passes comme Magic là. Donc, ça on l'a vu. Et ça marche très bien.
Et ça marche très bien. Donc voilà mon point, c'est un peu mettre statuer sur ces joueurs-là, voir qu'est-ce qu'ils peuvent donner, est-ce qu'on les continue de les développer ou pas, est-ce qu'on les prolonge, est-ce que voilà. Sachant que la plupart des joueurs, s'ils n'ont pas leur place là, ça va être compliqué pour eux de rebondir, je pense, parce que là, actuellement, au Thunder, t'as des chances de jouer. C'est peut-être l'équipe où tu peux le plus jouer. Donc je sais pas ce que vous en pensez, c'est peut-être quel joueur vous attendez, une confirmation ou non, ou de couper. Mais moi, je vais vraiment regarder dans la globalité, quoi. Bah, déjà, avant de parler des joueurs, on ne peut que être d'accord avec toi. C'est l'objectif de la saison. De toute façon, statuer ses contrats, savoir sur qui la franchise va s'appuyer l'an prochain et se fixer sur l'avenir, tout simplement. Je suis d'accord. En vrai, on le sait depuis le début de saison, ça. C'est juste que le fait qu'on soit un peu trop fort à un moment, ça a un peu décalé les plans. Mais alors là, on est dans le full test, quoi. C'est le casting pour tout, quoi. C'est ça, et on verra aussi ce que ça donne les contrats de 10 jours. Apparemment, Justin Robinson, ça restera pas. Ouais, puis peut-être il sera jusqu'à la fin de saison, mais tu vois, quand il commence déjà de plus jouer, tu te Ça dis, sent pas bon quand même. ouais, c'est ça, il joue que les 5 dernières minutes contre Philadelphie, tu vois, je sais pas. Et puis il n'y a plus de place aussi dans l'effectif, hein, parce que si Miller a été coupé, c'est parce qu'il fallait une place pour Deck aussi. Ça on l'a pas dit, mais le Miller a été coupé pour faire de la place dans l'effectif. Hein. Donc t'as beaucoup de tests. Après, je sais pas si on aura vraiment une hiérarchie, comme dans le sens dont tu l'entends, Pierre. Je pense qu'on aura des joueurs, mais une hiérarchie. Je suis pas convaincu qu'on aura ça d'ici la fin de saison, et je pense pas que ce soit le but réellement du Thunder. Le but c'est d'avoir des certitudes sur les joueurs, mais d'avoir une hiérarchie, je suis pas convaincu. Je suis d'accord avec toi, le mot certitude est important là sur ces joueurs-là. Moi, c'est que j'aimerais bien l'avoir la hiérarchie, mais je pense qu'elle viendra pas. On l'aura nous de notre avis, par exemple, mais je suis pas sûr que, ouais, effectivement, il y ait une hiérarchie. Comme Pierre il a dit, il y aura pas de. Enfin, je pense pas qu'il y aura de hiérarchie. Par contre, je pense qu'il y aura une anticipation de la hiérarchie pour l'an prochain, de savoir quels joueurs pourront être remplaçants, voire titulaires l'an prochain, sur quels joueurs tu vas t'appuyer, et déjà le savoir avant même que la saison débute l'an prochain. Bon, après, ça dépend de qui tu draftes, quoi, mais Bah ouais. en starter, honnêtement, on a déjà quelques certitudes, j'ai l'impression. Euh, C'est-à-dire que s'ils sont là, je pense que Shea, Dort et Bezley sont titulaires. T'as une vraie question qui se pose avec Poku et Baisley, moi je trouve. Tu trouves, ouais, tu vois, bah ça peut être un dernier point à regarder, c'est jusqu'où, je l'avais un petit peu noté, mais c'était un bonus, mais un Poku, jusqu'où il peut s'affirmer, parce que lui, ça peut être un gros gagnant de cette fin de saison, dans sa progression et dans l'évolution de son rôle, hein. Ah bah c'est le gagnant depuis le retour du All-Star Break, c'est lui le grand gagnant du truc, parce que t'as Baisley qui a loupé 16 matchs, et t'as lui qui a commencé vraiment à montrer ce pourquoi OKC est monté pour le drafter. Mais tu vois, je pense il y aura une incertitude quoi qu'il arrive sur le poste 5. Ouais. Parce que t'auras pas de Horford. Bah, on a Moses donc, Brown. il y aura des incertitudes sur le poste 5 donc parce que tu vas te poser la question, est-ce qu'une raquette Poku Baisley en 5 c'est vraiment quelque chose que tu peux associer? On startera pas ça en plus, c'est sûr. Bah voilà, donc t'as une incertitude du coup sur le poste 4. Puisque quid de Poku titulaire, quid de Baisley titulaire, pour moi t'as vraiment deux starters qui seront sûrs d'être là l'année prochaine, c'est chez Dort. Mais pour les autres, je pense que tu peux quand même te poser la question du fait que ni Poku ni Baisley sont réellement capables à l'heure actuelle de jouer 5. Ça dépend de qui tu draftes aussi, hein, parce que tu peux mettre du Poku en 3 si tu draftes autre chose, tu vois. Tu vois, c'est pas exclu qu'on start. Imagine ça draft Mobley, je te donne un exemple. Tu peux mettre Mobley, Baisley, Poku chez Dort. Ah, je suis pas fan. Ou alors tu décales et tu mets Malédon et tu sors un Baisley ou un Poku, tu vois. Ou alors tu fais sortir Mobley du banc et tu mets un autre joueur. Bon, là, sur le poste 5, c'est plus compliqué. Après, si tu draftes plutôt un guard, c'est une autre problématique, tu vois. C'est. Encore une fois, mais tu vois, mais en fait, même sur Poku, en soi, il faut statuer parce qu'on le fait évoluer en 3, des fois en 4. Très rarement, très rarement en 5, c'est pas trop arrivé, voire pas du tout. Non, ça arrive Non, pas. c'est même pas arrivé. Mais tu vois, en 3 ou 4, c'est pas du tout la même chose. Enfin, parce que Baisley, par exemple, on l'a déjà dit, on le voit pas nous évoluer en 3. Donc tu vois, c'est pas la même chose.
Bah non, mais la question effectivement de qui tu drafts va se poser, parce que si tu drafts Cade, bon bah la question se pose pas trop, tu peux le mettre en 1, en 2, en 3, y a pas de souci. Si tu commences à drafter Suggs, qui est un meneur, t'as déjà une problématique qui se pose. Et la problématique, elle se pose encore plus si tu choisis un des trois entre Mobley, Green qui est un 2, qui est pas vraiment un meneur, et elle se pose encore plus si tu drafts Kuminga. Kuminga, je pense que c'est le plus, ouais. Ah, pourtant, moi, je l'aime beaucoup, hein, même s'il a plein de défauts, vraiment plein de défauts, et que Minga, vraiment, ça va être comme Poku. Faudra pas le juger sur son année rookie, parce que vraiment, il est pas prêt pour la NBA. Mais si tu te retrouves avec que Minga, qui est un 3, que moi, je vois potentiellement évoluer en tant que poste 4 dans la NBA, beaucoup, là, tu te retrouves avec de grosses interrogations. Mais pour le coup, on parle déjà de l'an prochain, de qui on va drafter possiblement, mais moi je suis même pas sûr que dans le débat Bazley-Poku, je suis même pas sûr que Bazley soit là l'an prochain. Donc il y a tellement d'incertitudes que c'est très compliqué. C'est fort possible, c'est possible en tout cas que à la draft il soit échangé pour qu'on aille chercher le first pick. Comme presque tout le monde en soi, hein, d'ailleurs. C'est ça. Donc voilà, moi c'était le point que je vais regarder. C'est à ça que serviront les matchs, tu vois. Les 20 matchs, si t'as Poku et Bazley en compétition, bah tu te sers des 19 matchs qui restent pour savoir lequel potentiellement prend un avantage sur l'autre. Moi j'aimerais bien qu'on teste, même si ça marche pas, autant que ça marche pas maintenant, de mettre Poku et Bazley à l'intérieur. Bah on a fait une petite séquence là de 2-3 minutes dans le garbage time, on fait jouer Bazley en 5, mais en dehors de ça on l'a pas vu vraiment. Tu vois, si tu pouvais virer toutes les minutes de Moses Brown et que t'en mets un peu plus à Tony Bradley et que t'en mets à Bazley en 5, je trouve que ce serait intéressant. Et tu pourrais vraiment avoir, peut-être pas des certitudes, mais déjà un peu plus d'infos sur, de 1, la capacité de Poku à jouer 4, et de 2, la capacité de Bazley à évoluer au poste 5. Ouais, je suis d'accord. Je demande qu'à voir, hein, mais pour Bazley en 5, moi j'ai un petit peu de mal. Je pense que ça va être... t'es pas le seul. Hein. Oh non, mais ça se défend complètement en soi, parce que... Mais au moins, essaye. Oui, c'est ça, essaye, surtout sur cette fin de saison où franchement on s'en fiche, justement, si on perd c'est bien, donc allez, on le met en 5, on voit ce que ça donne, ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis. Parce qu'on l'a presque quasiment jamais vu en fait, donc nous on l'imagine dans le futur. On l'a vu en play-off. Ouais, et c'était vachement bien. Un match, enfin... Donc c'est juste avoir des infos sur si ça peut marcher. Est-ce que, messieurs, vous avez d'autres points que vous souhaitez aborder ou on a fait le tour? Bah, j'en ai un qui va déclencher les enfers. C'est le cas Moses Brown, justement. On en parlait tout à l'heure. Et on va pas abuser non plus. Je le vois pas avec un avenir phénoménal. Ce sera pas Rudy Gobert. Hein. Mais moi, j'attends de sa fin de saison qu'il trouve un meilleur placement défensif. Encore hier... c'était catastrophique. J'ai l'impression que sur Embiid, il laissait totalement la ligne de fond à Embiid. J'avais l'impression qu'il attendait une prise à 2 alors qu'il n'était pas là. Ah bah c'est exactement ça l'idée que je me suis fait en regardant. Il orientait vraiment vers le fond, mais pas très agressivement. Et la prise à 2 venait ou très faiblement, voire pas du tout. Et du coup, c'était... Embiid faisait un dribble, il lâchait un lay-up et il était même surpris, j'ai l'impression, de la défense. Ouais. Oui, il l'a fait 2 ou 3 fois, hein, c'est pas arrivé qu'une fois, donc c'est vraiment inquiétant, mais pour le coup, le placement défensif, que ça arrive en fin de saison ou que ça arrive même un petit peu plus tard, bah, c'est un point que je trouve quand même très facile à régler. Là, Degnault, il a dû lui dire, après les 2 ou 3 fois, c'est quand même pu arriver, heureusement, quoi. Bah non, puisqu'il a pu jouer. C'est ce que j'allais dire, il a moins joué après. Il a moins joué, mais il a joué quand même. Et au-delà de cet impact défensif, j'aimerais qu'il soit meilleur aussi en attaque. Je demande pas des bras roulés, je demande pas des fadeaways, je demande pas du shoot. Je demande juste du rebond, du dunk et les paniers faciles, les mettre. Je demande pas grand-chose, mais si... C'est déjà beaucoup trop pour Moses Brown. Je suis pas d'accord, tu vois. Non, mais... Et s'il arrive à s'imposer en attaque et être un minimum régulier, à prendre ses rebonds, à mettre quelques dunks par match... à rentrer ses doubles pas plutôt faciles, qu'il n'ait pas besoin de 4 rebonds offensifs pour marquer, et ben ce sera déjà assez encourageant et on verra ce que ça donne l'an prochain du coup. Juste déjà qu'il se rapproche de son niveau qu'il avait juste avant de signer le contrat et qui lui a permis de signer ce contrat-là en fait. Parce que mine de rien, le 20-20, oui on dit que c'est des stats dans le vide, etc. machin,
mais il était quand même plus agressif, il était un peu plus dominant, il posait un peu plus de problèmes aux défenses adverses parce qu'il courait, parce qu'il allait chercher beaucoup de rebonds offensifs, etc. Là, son impact, il a bien diminué depuis quelques matchs, et juste qu'il retrouve un impact qui lui vendait au moins un peu de hype, quoi. Parce que là... S'il retrouve son impact d'avant-contrat, comme tu dis, moi, j'ai aucun problème à le voir l'an prochain jouer en sortie de banc, quoi, et avoir quelques minutes et continuer à essayer avec lui, régler ses problèmes défensifs, régler ses mains catastrophiques. Il n'y a aucun touché. Il faut améliorer ça, quoi. Mais du coup, c'est pas les points les plus difficiles à progresser, quoi. Le toucher un petit peu, mais... Le toucher un petit peu, mais la défense, franchement, le placement défensif, c'est pas compliqué. Il faut un peu de temps, mais une fois qu'on lui dit les choses, là, ce qu'il a eu sur Embiid, j'espère que ça va pas se reproduire. C'est quand même pas quelque chose de difficile à comprendre. Bah non, mais après, est-ce que c'est difficile à comprendre pour Moses Brown? Ça, c'est la question qu'on se pose. Moses Brown, qui d'ailleurs est né le même jour de la même année que moi. Je viens seulement de le découvrir là sur sa page Basketball Référence. On est né le même jour de la même année, le 13 octobre. Mais c'est magnifique. Le 13 octobre 99, ouais, bah, on est lié, bah, effectivement, on est lié de par notre date de naissance et de par notre niveau au basket aussi. Non, bah, je vais pas me répéter sur Moses Brown, j'aurais déjà mis un sacré paquet de taquets à Brown. Moi, j'avais bien aimé. Après, quand il fait son 20-20, c'est sur la raquette de Boston aussi. Oui. Hein. La raquette de Boston, c'est aussi un joli salon de porte ouverte, mais ouais, bah effectivement, s'il pouvait mieux défendre. Moi, ce dont vous avez parlé de la ligne de front, je suis d'accord, mais il y a surtout des actions où il y a Embiid qui se projette vers le panier et où Moses Brown fait même pas l'effort de l'empêcher d'accéder au panier. Il recule. Bah non, fais pas ça, quoi. Et en défense, progresse un petit peu. Déjà, arrête de systématiquement piquer le rebond défensif à tous tes coéquipiers. Ça te fait faire des stats, hein. C'est bien pour ceux qui lisent les stats le matin au réveil. Mais pour ceux qui regardent vraiment les matchs, on voit bien que tu fais un petit peu des stats dans le vide. Ouais, bah, progresser en attaque ou revenir à ce niveau qu'il avait un petit peu pré-signature de contrat en attaque. Mais malgré tout, tu vois, typiquement un joueur auquel tu peux le comparer, c'est Mitchell Robinson. Mitchell Robinson qui a pas de main non plus, mais comme c'est un joueur qui ne fait que des dunks, bah, a des pourcentages historiques de réussite au tir. Par contre, Mitchell Robinson, en défense, il se donne, il est vraiment excellent. Moses Brown, vu son physique, tu vois, on parlait de Tony Bradley en disant qu'il avait pas le physique le plus avantageux de toute la NBA. Par contre, en défense, il essaye de faire avec son physique. Moses Brown, il est tellement athlétique qu'il devrait même pas sortir au large parce qu'il a pas la vitesse pour, mais au moins sous panier dominant. Là, c'est pas le cas. Utilise ton physique, quoi. Et je sais pas s'il va être capable de le faire dans les matchs à venir. Bah moi, au contraire, justement, je me dis que il a un physique, une fois qu'il aura compris comment on joue au basket, et ben ça va aller tout seul, quoi. Et pour moi, comprendre comment on joue au basket, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Ce qu'il y a de plus dur, c'est avoir le physique, et le physique, il l'a. Je sais pas, il y a plein de joueurs qui sont draftés que pour leur physique et qui deviennent jamais des joueurs de basket, hein. C'est sûr. Et du coup, je lui laisse le temps. Ça fait que Oui, par contre, 2 mois. nous on est assez dur avec lui, mais il reste jeune, son contrat est pas garanti, donc tu prends aucun risque. Il a pas beaucoup d'expérience, il a très peu joué. Ouais, il faut aussi lui laisser le temps. Pour le coup, lui aussi, s'il avait un niveau de guard à côté de lui plus élevé, peut-être qu'il serait meilleur aussi. On le voit direct, quand tu le sers mieux, c'est quand même plus favorable pour lui, parce que Bradley, il est mis en valeur aussi un petit peu, parce que Jérôme le sert super bien, là où Brown, parce qu'il sait se oui, placer. c'est passé aussi, c'est à une double connexion. Il s'est roulé, Tony Bradley. Tu vois que Brown et Malédon, il n'y a pas une connexion. Je pense pas que ça soit que de la... Bah, ou alors c'est du edge, mais ouais. c'est... Brown, c'est pas si affreux sur pick and roll. C'est pas fameux, c'est moins bien que il Bradley. s'est pas roulé. Il y a du travail, mais il s'est pas roulé, mais il s'est récupéré le ballon et dunké. Oui, mais pour pouvoir être en position de récupérer le ballon, faut savoir te placer aussi. Et quand tu fais un pick and roll, il y a aussi la phase je pose un écran. Ça c'est compliqué, c'est vrai. Ça aussi c'est compliqué pour Moses Brown. Donc tu vois, à l'heure actuelle, l'année prochaine, si on se projette sur l'année prochaine sur le poste de backup pivot, je préfère avoir Tony Bradley que Moses Brown. Ouais. À l'heure actuelle, largement. Moi aussi, ouais. Mais si bon,
le plafond, ça veut tout et rien dire, mais si on parle de plafond, celui de Moses Brown, pour moi, il est supérieur à celui de Bradley. Ça, je suis Mitchell Robinson. Ça, je suis d'accord. Avec toi. Sanson, de son plafond, si tout se met à cliquer, s'il te fait une intersaison de malade où il progresse comme jamais, je suis d'accord avec toi que son plafond est plus élevé peut-être que celui de Bradley. Ça, je suis d'accord. Après, là où je rejoins Constant par contre, c'est que l'année prochaine, allez, Brown 3e pivot, Bradley 2e, et tu trouves un pivot titulaire correct, quoi, tu vois. Et Brown joue que s'il y a besoin. Ouais, voilà, Brown joue que s'il y a besoin, s'il y a des blessés, s'il y a des fautes, etc. Et après, il est plus ou moins bon, il arrive à se faire une place ou pas. Mais j'aimerais plutôt cette hiérarchie-là, quoi. Bon, on verra. Je pense que, de toute façon, pour Brown, il faudra attendre de ce qu'il fasse à l'intersaison, parce qu'il y a un paquet de trucs où il doit progresser, comme on l'a dit. De toute façon, en défense, son placement, ses pick and roll. Mais j'arrive pas à comprendre. Enfin, j'arrive pas à voir le scénario où il progresse pas là-dedans, en fait. Pour moi, faire un pick and roll, c'est pas la chose la plus compliquée à apprendre en NBA, se passer en défense non plus. Donc, je pense qu'il a besoin d'une intersaison déjà. Et après, on verra ce que ça donne. Si on voit aucun progrès, si on voit aucun progrès en début de saison prochaine, tant pis, on passe à autre chose. Et puis voilà. Mais s'il fait d'immenses progrès, ce qui est probable, hein, bah, pourquoi pas continuer d'essayer. Questionable. C'est van d'insider NBA pro fantasy. J'ai failli dire Dabfall, hein, mais bon, c'est pas fait. Constant, toi, est-ce que tu avais un dernier point à aborder avant de conclure ce podcast? Ah oui, alors on l'a mentionné tout à l'heure, c'est le nouveau Magic Johnson. C'est Ty Jerome. Alors lui, il me fait plaisir, vraiment il me fait plaisir. Je pense que Bradley et Ty Jerome avec Kenrich, c'est dans mon top 3 de mes chouchous. Parce que vraiment je trouve qu'ils sont bons déjà, ce qui change de pas mal de joueurs dans cet effectif, et qui sont intéressants. Alors je suis un petit peu inquiet, je vous avoue, par la situation de Ty Jerome, avec l'arrivée de Micic l'année prochaine. Ça m'inquiète un petit peu, parce que tout dépend, alors encore une fois, tout dépend de qui sera drafté, mais si tu draftes un guard, ou si tu draftes en tout cas un extérieur, bah Malédon sera probablement relégué sur le banc, et fatalement, Jérôme peut se retrouver avec du temps de jeu en moins. D'autant plus si Micic arrive, Micic est capable de jouer poste 1, poste 2, je pense, il peut vraiment se retrouver avec du temps de jeu en moins. Donc, ces 20 matchs-là qui restent, ces 19 matchs qui restent, c'est le moment où Ty Jerome fait ce qu'il fait actuellement, c'est-à-dire qu'il doit se montrer. Il a eu un petit passage à vide là ces derniers temps où c'était moins bon là. À partir du moment où on a commencé à perdre là, il y a un match contre Toronto où il est out, et les matchs d'après c'était vraiment moins bien. Contre Cleveland, il a fait son record en carrière, ça c'était vraiment bien, où il était à droit. Contre Philly hier, il était un peu mis sur le banc. C'était Howard qui jouait par rapport à lui, ce qui m'a un petit peu agacé. Mais sur la vingtaine de minutes où il est là, je trouve qu'il est efficace. C'est l'un de nos meilleurs joueurs l'année dernière. Donc il est un poil plus vieux que tout le monde. Il va arriver sur ses 24 ans, ce qui va peut-être le desservir. Mais tu vois là, sur ses 19 matchs, à Ty Jerome de prouver que il a le niveau pour encore être là en NBA l'année prochaine, et que malgré le fait que t'aies potentiellement Micic qui puisse arriver et qu'on draft un guard, qu'il est quand même capable d'avoir sa place dans la rotation l'année prochaine. Je réagis par rapport à notre live de la semaine dernière où on projetait un petit peu qui serait dans la rotation l'année prochaine. On avait Ty Jerome tous les deux dans des présents à court terme, si je me trompe pas, et on nous disait pas mal dans le chat, ça va dépendre de qui on draft. Et là, ça est encore plus le cas parce que Micic arrive. Micic, il vient, je pense qu'il a des certitudes qu'il va jouer, parce que c'est quand même un top joueur Euroleague. Je pense que tu lui dis, tu viens, tu joueras pas. Je pense pas qu'il vienne, comme Campazzo. Je pense qu'il avait des certitudes sur le fait qu'il allait un peu jouer à Denver. Du coup, effectivement, si tu draftes un guard, tu te retrouves avec 5 joueurs qui doivent avoir des minutes et qui sont plutôt bons. Et le 5e est peut-être plutôt Ty Jerome. Je te rejoins là-dessus parce que Malédon, Shea, potentiellement ton drafté au premier tour plus ou moins haut, et Micic tu fais venir exprès, ça va peut-être passer devant Ty Jerome. Donc là-dessus je te rejoins complètement, et donc ouais, c'est intéressant à suivre jusqu'où il va montrer, parce que là il montre des très bonnes choses, jusqu'où il va gagner la confiance du front office et des coachs pour qu'il soit dans la rotation de l'année prochaine. Ce qui est intéressant, c'est que par contre
nos guards peuvent jouer presque tous 1-2. Et là-dessus, tu poses moins de questions de complémentarité. Ça, c'est un vrai avantage où t'as pas des purs 1 ou des purs 2 pour l'instant. Mais effectivement, il risque d'avoir une forte concurrence sur ces postes de guard, peut-être dès la saison prochaine, pour s'affirmer au Thunder, quoi. Bah, moi, j'ai limite l'impression qu'actuellement, hein, sans vouloir froisser les fans de Malédon, mais j'ai l'impression qu'il est plus NBA ready que Malédon. Mais le plafond est moins haut et parce qu'il est plus vieux, le etc. plafond, c'est sûr et que Malédon sera toujours devant dans la rotation, ça c'est sûr et certain. Oui, oui. Mais t'as plus de sécurité peut-être. Ouais, ça se défend. Et tu vois, Ty Jerome, il joue rarement plus de 25 minutes. Et ça, c'est pareil, quand tu vois que, je veux pas le critiquer, parce qu'il a fait des performances tout à fait correctes, quand tu vois que Howard a quasiment 22 ou 23 minutes de temps de jeu, bah, je sais qu'on est dans une phase de test, mais Howard qui a plus de temps de jeu que Ty Jerome, je trouve pas ça normal. Et moi, j'aimerais bien voir Ty Jerome un peu plus s'exprimer, et avoir un peu plus de temps de jeu, tout comme Tony Bradley, tu vois, il y a peut-être... comme tu l'as dit, il y a peut-être une relation à développer entre les deux. Pour le coup, j'ai du mal à comparer Howard et Jérôme parce qu'ils n'ont pas du tout le même poste, pas du tout le même registre. Même s'il a peut-être pris un peu de temps de jeu à Jérôme, je pense pas que sa concurrence elle soit là. Et après, par rapport à Micic, l'an prochain, moi j'ai du mal à le voir voler la place de Jérôme parce que je vois plus un scénario à la Vincent Poirier. Il arrive en NBA, s'il arrive à se faire sa place, tant mieux. S'il n'arrive pas, tant pis. Micic, c'est un autre calibre de relique que Poirier, je pense. Hein. Poirier, je connais pas assez Micic, hein, mais Poirier, Micic, c'était quand même un des gros rebondeurs en Europe. Il avait déjà fait ses preuves. Micic, il a la hype de Teodosic avec 8 ans de moins que quand Teodosic est arrivé en NBA. Bah donc justement. C'est à peu près ce niveau-là, c'est un top meneur européen, mais comme Micic est plus jeune, et que Teodosic est arrivé un peu tard en NBA, il a cette réputation de un des meilleurs meneurs d'Euroleague. C'est un mec qui est en 16, 2, 5 en 30 minutes en Euroleague, quoi. Voilà. Ouais, mais il est aussi plus vieux, quoi. Ouais. Il a quoi, 26, 27 ans, Micic? Après, on aura peut-être pas ce cas-là où Ty Jerome, ça sera un asset à la prochaine draft aussi. C'est possible. Possiblement. Dans ce cas-là, tu peux utiliser cet argument pour quasiment tous les joueurs qu'on a cités dans le podcast. Oui, c'est pas faux. Mais si tu commences à avoir un embouteillage en fait un petit peu sur ce poste-là, bah ouais, ce sera peut-être intéressant de le trader plutôt que de l'avoir en 5e guard qui joue jamais, tu vois. Parce que lui, il a un petit profil, tu vois. Donc, après, voilà, la comparaison avec Malédon, j'ai l'impression que Ty Jerome est plus créateur et a plus à balle en main que Malédon quand il est sur le terrain, tu vois. Parce que Malédon joue avec Poku, joue avec Beasley qui prennent pas mal la balle. Du coup, ils sont pas exactement dans le même registre pour l'instant. Malédon sera toujours favorisé par rapport à Jerome. Ah bah oui. Et heureusement d'ailleurs, j'ai envie de dire. Mais ouais, ça va être intéressant de voir lui son intersaison aussi, voir comment il est traité. Si tu vois que tout le monde arrive sur son poste, je pense que même lui il se dira bon, faut peut-être que j'arrive à faire mon trou ailleurs parce que ça devient compliqué quoi. Ou alors il va peut-être prendre le challenge et dire il y a Micic qui arrive, je vais vous montrer qu'en fait le remplaçant au poste de 2 c'est moi en fait. Ouais. Bah si c'est ça, il aura tout gagné. Ouais. Et il aura sa place peut-être même à long terme en NBA s'il arrive à se faire sa place là. Tu vois, tu peux avoir un 5 du banc l'année prochaine où c'est Malédon, Ty Jerome, Kenrich, Beasley et Upuku avec Tony Bradley. Bon bah c'est pas non plus extraordinaire, mais je trouve que en termes de QI basket, en termes de complémentarité, t'as quand même un joli petit effectif. Quoi. Ouais, je suis d'accord. Tu peux même mettre un Svi en 11ème si t'as besoin de shoot, etc. sur par passage, tu vois, sur long profil. Non, c'est plutôt correct. Et je pense qu'on aura le temps de pas mal projeter ce qui va se passer à cette intersaison et notamment nous de statuer sur ce qu'on ferait avec tous ces contrats qu'on a pu citer. Et on va conclure ici. Merci les gars d'être venus. Merci Samson notamment pour ta 2e. J'espère que ça s'est bien passé. Qu'on t'a pas mangé avec Constant. C'est un grand plaisir, hein, de toute façon. Donc, sophomore, ça y est. Ouais, ça y est, t'es plus un rookie. Bientôt, tu seras un vétéran NBA. On n'en peut pas douter. Il faut mon contrat bête. Hein. Comme d'habitude, les rappels.
Suivez-nous tous sur le compte We Are Thunder FR sur Twitter, mais aussi sur Instagram. Le podcast est retrouvé sur toutes les plateformes d'écoute, donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter aussi, notamment sur Apple Podcast. Abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube, à notre chaîne Twitch pour louper aucun live. On sera de retour dès la semaine prochaine en live. On a annoncé aussi des gros événements en live, la loterie par exemple, la draft, c'est sûr qu'on manquera pas ça. Donc abonnez-vous à Twitch, ça fait toujours plaisir d'être de plus en plus nombreux dans la communauté. Et on se retrouve très rapidement, et bien bon match du Thunder ou bonne purge, j'ai envie de dire. Bonne sieste. Voilà, c'est... Bon courage. Parce qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué quand on se lève la nuit pour regarder des blowouts, il faut le dire, mais on est encore là. Les blowouts qu'on est en train de se manger, vous serez contents le 22 juin, ou juillet, je ne sais, non, 22 juin, 29 juin, au moment de la draft, quand on aura 2 pics dans le top 10. C'est ça. On n'est pas obligé de prendre des blowouts aussi. Hein. Perdre un point, ça me va à chaque fois. Oui, mais c'est encore cette question d'avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est ça. Je préfère perdre de 40 que gagner de 3. Je te rejoins. On va conclure là-dessus, mais c'est notre sentiment global. Merci d'avoir écouté et salut à tous.